Bonjour à tous. Exceptionnellement, aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo éditorialisée comme d'habitude, mais j'ai le plaisir de vous présenter une conférence que j'ai animée le 26 novembre 2023 à l'invitation d'un collectif citoyen. Le thème de cette conférence a été évidemment le conflit au Proche-Orient, ses répercussions sur la France et au-delà, sur le reste du monde, mais également la question du Hamas, cette organisation terroriste qui reste, quoi qu'on en dise, assez méconnue par le grand public. Ce soir, on va tenter de répondre à plusieurs questions. Qui est le Hamas? Quelles sont les origines du conflit? Comment la propagande palestinienne fonctionne? Comment aujourd'hui il y a une guerre d'influence dans tout le monde occidental? Qui finance cette guerre d'influence et cette propagande? Mohamed Sefaoui tentera de décrypter toutes ces questions. On le remercie très sincèrement pour sa présence. Il a tout de suite répondu présent à notre invitation. Monsieur Sefaoui, vous avez dédié votre vie à dénoncer l'islam politique, les méthodes des frères musulmans, leur infiltration plus ou moins cachée dans les sociétés occidentales et arabes. Alors, pourquoi cet engagement et pourquoi ce combat? D'abord, je vous remercie sincèrement du fond du cœur de cette invitation. On est sur des sujets très clivants et je suis pour ma part sur un sujet extrêmement clivant et c'est pour ça que je suis très clivant, chose que je revendique totalement parce que d'excellents journalistes m'ont, pour mieux essayer de jeter un peu le doute sur mon parcours, on dit effectivement, on vous rappelle souvent que je suis journaliste controversé. C'est pas moi qui suis controversé, c'est le sujet en vérité. Comme j'ai choisi d'abord de faire ce métier de cette façon, c'est-à-dire être journaliste d'opinion, rapporter des faits fidèlement, oui, mais les commenter. Les commenter pour les décrypter. Parce qu'il ne s'agit pas de donner une matière brute au public, il s'agit davantage de lui expliquer pour que ce qu'on appelle en photographie, ce qu'on appelait avant en photographie le négatif, devienne visible. Quand vous ramenez une information brute, elle n'est pas forcément interprétée et à sa juste valeur par l'opinion publique. Alors, je vais répondre immédiatement à votre question. C'est une succession d'événements. Et nous construisons tous autour de plusieurs éléments qui constituent forcément notre identité, un lieu de naissance, une culture, des valeurs transmises par une famille, des amis, des lectures, une sensibilité personnelle par rapport à certains sujets plus que d'autres. Et comme vous l'avez rappelé, je suis né en Algérie, ça c'est le fruit du hasard. J'ai été élevé par une famille qui m'a transmis des valeurs et j'estime que j'ai toujours été fidèle à ces valeurs, qui sont des valeurs d'humanisme, d'universalisme. Je me suis toujours senti à l'étroit dans une communauté, quelle qu'elle soit. J'ai très tôt estimé que j'appartenais à une communauté humaine qui avait effectivement parfois ces petites nuances, ces petites spécificités, mais j'ai refusé de rentrer dans des carcans idéologiques ou dans des prêt-à-penser, y compris religieux. Donc j'ai très tôt mis la religion à distance parce que je m'en suis méfié suffisamment tôt en me disant la chose suivante: si le bon Dieu existe et s'il m'a doté d'un cerveau, comme nous tous, je n'ai pas besoin d'avoir un religieux qui pense à ma place, ou en tout cas qu'il me montre une voie à suivre. Et j'ai estimé que mon émancipation personnelle passait, alors c'est très personnel, très philosophique, mais que mon émancipation personnelle ne pouvait que passer par une mise à distance de la chose religieuse. Et il se trouve qu'au-delà de la chose religieuse, quand je suis devenu d'abord adolescent, ensuite jeune adulte, cette période-là, des années 80, a coïncidé avec la montée de l'islam politique un peu partout. Et de façon, je dirais, assez instinctive, probablement, parce qu'à l'époque, je n'intellectualisais pas tout ça. J'ai considéré que c'était dangereux. Et en tout cas, que c'était mauvais pour mes principes, pour mon éducation, que ça ne cadrait pas avec ce qu'on m'avait transmis comme valeur. Parce que j'avais très vite perçu des messages qui me heurtaient. Des messages misogynes, d'abord, des messages d'intolérance, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'entre toute différence réelle ou supposée, sachant que, pour ma part, je crois souvent que la différence est supposée plus que réelle. En vérité, quand on apprend à connaître l'autre, c'est-à-dire celui qui est censé être différent, on s'aperçoit au fil de ces rencontres
que les différences sont véritablement minimes, que ça se joue sur des détails, que nous avons, en tant qu'êtres humains, tous les mêmes aspirations, que nous aimons la vie, que nous aimons réussir dans ce que nous entreprenons, nous aimons voyager, profiter de la vie, etc. Enfin, ce sont des aspirations naturelles qui sont largement partagées. Et plus je rencontrais les gens, plus j'étais sûr et certain que c'était ce qui était recherché par tout le monde. Donc, je me voyais appartenir à cette communauté humaine qui, plus je m'approchais d'elle, plus je me séparais d'une certaine façon de cette communauté d'origine, comme on dit communément. Sans me séparer avec les personnes, je me séparais du carcan idéologique. Et il y a eu comme une libération. C'est-à-dire que c'est incroyable quand on se libère du carcan religieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment un témoignage personnel. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, je respecte les croyants. Et évidemment, je suis très attaché à la liberté de conscience, parce qu'après, je me suis construit de cette façon. C'est la liberté des uns et des autres passe aussi par ce respect que l'on doit aux autres, à leur choix personnel, puisque pour inciter les autres à respecter nos propres choix, il faut qu'on soit capable, nous, de respecter les leurs. Et tout ça doit se passer, à mon sens, en bonne intelligence. Et donc, à ce moment-là, où je suis en plein questionnement existentiel, et donc dans ces questions existentielles, j'observais la montée de l'islam politique dans cette Algérie des années 80. En arrière-plan, il y avait un événement international qui était important, c'était la guerre en Afghanistan. Et dans cette guerre en Afghanistan qui était soutenue par l'Occident, j'y reviendrai, notamment par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et qui opposait donc, les Afghans et l'Union soviétique, l'armée rouge, il y avait un certain nombre de jeunes Algériens qui étaient partis rejoindre cette légion arabe qui a été créée par Abdallah Azzam, qui est d'origine palestinienne et qui est devenu le père spirituel du djihadisme contemporain. Et ces jeunes Algériens étaient partis pour beaucoup de mon quartier de naissance. Et quand ils revenaient avec d'abord une certaine aura, et ils revenaient avec un discours assez surréaliste et qui était totalement fantasmé, évidemment, où ils pouvaient raconter, pour citer un exemple, c'était totalement faux, parce que après, quand je suis devenu journaliste, j'ai commencé à faire des reportages en Syrie, en Jordanie, en Égypte et ailleurs. Je me suis rendu compte qu'une histoire qu'avait racontée un jeune Algérien en 1985-86 est une histoire que m'avaient racontée plusieurs personnes dans plusieurs pays où je m'étais rendu. L'histoire disait la chose suivante. Nous étions une poignée de moudjahidines, très bien, et il y avait l'armée soviétique qui arrivait, très bien, et on n'avait plus de munitions. Ah, c'est fâcheux. Et l'un des frères a pris une pierre, il a lu quelques versets du Coran, il l'a jeté sur le T-72. Pour ceux qui ne connaissent pas l'armement, c'est le T-72, c'est un mythique char soviétique, considéré comme l'un des meilleurs chars qui a été inventé par les armées contemporaines. Et donc, il a jeté cette pierre sur laquelle il avait lu quelques versets du Coran, et le tank a explosé. Ah bon? Et les gens étaient comme ça. Alors évidemment, quand vous avez déjà un petit esprit critique, vous dites, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'est quoi ce dessin animé où, évidemment, ça se termine mal. Bon, bref, je vous passe les détails. Cette histoire-là, 10-15 ans plus tard, je l'ai entendue dans plusieurs pays arabes. C'est-à-dire que c'était un peu un récit mythifié qui avait été vendu, que personne n'avait véritablement vécu, mais que beaucoup de personnes avaient relayé comme ça, en disant que ça s'était vraiment passé comme ça. Bon, c'était avant les réseaux sociaux, évidemment, mais ça a fonctionné. Il y avait des gens qui croyaient véritablement en ce genre de fable. Donc, pour répondre, pour conclure cette première partie, à ce moment-là, je décide de travailler sur quelque chose, avant même de les dénoncer, je décide de travailler sur un phénomène qui me préoccupe, qui suscite ma curiosité. Et c'est comme ça que je suis arrivé à travailler sur la question de l'islam politique. Alors je précise la chose suivante. Souvent, des journalistes français notamment qui ont voulu me psychanalyser ont affirmé que, en vérité, la détermination que j'exprime contre l'islam politique depuis toutes ces années est due à un syndrome post-traumatique. Parce que j'ai échappé à un attentat, ce qui est vrai, j'ai échappé à plusieurs attentats, dont un qui a touché le siège de la rédaction dans laquelle je travaillais en Algérie. C'était bien plus tard, en 1996, j'avais déjà quelques années d'engagement. Je leur dis, c'est pas vrai du tout.
Et je tiens à le dire, c'est pas vrai du tout, ça s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que les islamistes, en vérité, ne m'ont jamais attaqué. C'est moi qui les ai attaqués en premier. Et eux, à partir de là, ont commencé à me menacer. En France, ils m'ont jamais menacé, c'est moi qui les ai attaqués en premier. En les dénonçant publiquement, en disant que leur idéologie était dangereuse, en alertant l'opinion publique, en disant ces gens-là, ils sont dangereux pour nous tous. Parce que c'est une conviction profonde, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans, vous l'avez dit, que j'exploite la littérature islamiste et que je lis ce qu'ils écrivent et ce qu'ils annoncent. Et j'ai compris leur fonctionnement en une phrase, c'est que ce sont des gens qui ne bluffent pas, même s'il leur arrive de dire des choses extrêmement exagérées, dire on va tuer 1 million d'entre vous. Ils ne vont pas tuer 1 million, ils vont tuer peut-être 1 millier. Mais l'acte en lui-même, ils vont le faire. Alors, et souvent, la rationalité occidentale amène les gens à ne pas croire ce qu'ils lisent ou ce qu'ils entendent dans la bouche d'un islamiste. C'est qu'ils font exactement ce qu'ils disent, mais nous ne savons pas, nous, quand je dis nous, c'est les sociétés, d'une certaine façon, nos élites, lire et décrypter ce qu'ils nous disent. On va rentrer dans le vif du sujet. Depuis le 7 octobre, nous avons l'impression qu'un nouvel ennemi est apparu, ou plutôt réapparu, le Hamas. Nous avions occidentaux, et je pense une bonne partie de la société israélienne, pu penser que le conflit avec le Hamas était devenu un affrontement plutôt de basse intensité, c'est-à-dire des tirs de roquettes contre des éliminations ciblées. Les 2-3 dernières années ont même vu Israël signer des accords avec différents pays arabes, en 2020 les accords d'Abraham, en 2021 avec le Maroc, alors que paradoxalement, pendant cette même période, l'attaque se préparait dans la bande de Gaza. Selon vous, M. Sifawi, l'attaque du 7 octobre marque-t-elle un changement de politique du Hamas, un tournant, ou est-ce qu'au contraire, cette barbarie et cette, comme vous dites, daïchisation s'inscrit dans leur logique de pensée? Alors, évidemment, il y a, dans ce que je vais dire, il va y avoir des éléments factuels, il va y avoir des analyses personnelles. Dans les analyses personnelles, je me donne évidemment la possibilité de me tromper. Personne n'est détenteur de la science infuse sur des sujets que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, ce sont des sujets d'actualité. D'abord, factuellement, ce que nous savons, c'est que l'attaque du 7 octobre a été préparée depuis au moins 3 ans. Nous le savons parce que Mohamed Deif, le chef des brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, l'a dit. La deuxième indication, c'est que les médias ne le disent pas. On parle beaucoup du Hamas parce que c'est l'organisation la plus importante, mais dans la bande de Gaza, il y a une dizaine de milices et de factions islamistes, djihadistes. Ces différentes factions ont été créées parfois dans un quartier, parfois par le frère de quelqu'un qui est mort, et il a donné le nom de son frère mort au combat, entre guillemets, à cette milice, etc. Donc, il y a une dizaine de factions, la plus importante étant évidemment le Hamas et les brigades Al-Qassam. La deuxième, c'est la branche armée du djihad islamique, qui est aussi une autre organisation frères musulmans. Et les autres sont dans la même obédience, mais avec des spécificités liées à chaque organisation qui, pour une raison ou pour une autre, a voulu garder une certaine autonomie et ne pas entrer dans le giron du Hamas. Et nous savons depuis maintenant 2021 que dans le cadre d'une organisation interne, ils ont multiplié les exercices militaires très particuliers de type guerre asymétrique, c'est-à-dire identique à ce qui s'est des cas de figure identiques à ce qui s'est passé le 7 octobre avec franchissement de la frontière, avec des attaques commando précis sur des postes frontières, etc., etc. Et ça a été préparé avec en arrière-plan, évidemment, des tirs de roquettes, de missiles, pour faire des tirs de barrage, comme on dit en langage militaire, et pour, évidemment, créer une sorte de zizanie dans les rangs de l'armée israélienne. Donc, ce scénario s'est écrit sur 3 ans, et le dernier exercice qui a eu lieu en septembre, c'est-à-dire 1 mois quasiment jour pour jour avant l'attaque. Bon, comme on va éviter aucun tabou, je vais vous dire ce que je pense de la polémique. Est-ce que les Israéliens savaient et ils ont laissé faire? Ça, c'est un sujet récurrent qui revient à chaque fois lorsqu'il y a un acte terroriste. Ils ont une organisation interne qui s'appelle la Chambre des opérations. Cette Chambre des opérations, le titre officiel, est une sorte de quartier général de commandement, un centre de commandement unifié qui réunit l'ensemble des factions que j'ai citées. C'est un organe qui a été créé en 2006. On entend
Les médias n'en parlent quasiment jamais. Et c'est là toute la complexité de la chose, et vous allez comprendre à quoi je vais en venir. Donc, au départ, c'était créé pour coordonner plus ou moins les actions et unifier les opérations, entre guillemets, militaires, donc les opérations terroristes. Et à partir de 2020-2021, cette chambre des opérations, la coordination en son sens s'est brutalement intensifiée, c'est professionnalisé et est devenue une sorte d'institution militaire de commandement généralisé. Alors, à sa tête, il y a évidemment Mohamed Daïf, mais en son sein, il y a tous les représentants de toutes les différentes factions. Pourquoi je donne ces précisions ? Vous allez comprendre très vite. Sur un plan purement opérationnel. Donc, dernier exercice en septembre 2023. Le 7 octobre, le Hamas, manifestement, ne tient pas au courant l'ensemble des autres factions. Il y a eu effectivement une préparation qui s'est opérée dans le secret le plus total. Mais en tout état de cause, le Hamas a lancé ses opérations sans que les autres ne... Et ça, on le voit bien dans les images. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que lorsque les brèches sont ouvertes, au moment où, dès le départ, les brèches sont ouvertes et les attaques se font sur 3 niveaux, aériens, maritimes et terrestres, les autres factions vont rentrer dans les brèches. Et les autres factions vont aller vers les kibboutz. Et il va se passer une sorte de désordre chez eux, dont on ne parle pas pour l'instant, mais ça c'est l'histoire qui va le raconter. Il va y avoir une sorte de désordre et de surenchère de la barbarie. Donc les pogroms vont se faire à ce moment-là. Les gens du Hamas ont visé certains kibboutz et que les autres factions sont parties vers d'autres kibboutz. Résultat des courses aujourd'hui, par exemple, et c'est pour ça que j'en parle avec cette précision, parce que sur le plan opérationnel, elle est très importante, les otages ne sont pas tous entre les mains du Hamas. Et donc, c'est pour ça que vous entendez les politiques dire c'est complexe. Pourquoi c'est complexe ? Parce qu'effectivement, le Qatar peut discuter avec le Hamas et peut discuter avec le djihad islamique à un degré moindre. Mais par exemple, le meilleur allié du djihad islamique, ce n'est pas le Qatar, c'est le Hezbollah libanais. Autre organisation terroriste sympathique, même si les uns sont sunnites et les autres chiites. Il y a 6 ou 7 autres factions qui détiennent des otages avec lesquels personne ne parle. Pourquoi ? Parce que personne n'a considéré qu'il faille parler avec ces petits groupuscules, qui sont parfois une centaine, c'est rien à l'échelle du Hamas, mais qui détiennent, par exemple, 1 ou 2 otages. Et là, avec ces gens-là, les ponts sont totalement coupés. Il n'y a absolument aucun contact possible. Donc ça, c'est une autre complexité. La troisième complexité, c'est que le Hamas, évidemment, a toujours respecté l'autonomie des autres factions. Il ne va pas rentrer en guerre civile avec les autres factions. Donc le Hamas dit qu'il est responsable aujourd'hui des otages qu'il détient, mais il n'est pas responsable des autres otages. Évidemment, le Hamas est responsable de tout, parce que c'est la force la mieux organisée et la plus puissante de la bande de Gaza. Donc, si vous voulez, la question qui se pose le 7 octobre, c'est tout simplement la partie opérationnelle. Mais il y a une autre partie que j'ai vue qui m'a, je dirais pas déstabilisé, mais vraiment surpris. Surpris parce que dans le mouvement islamiste, y compris djihadiste, il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance radicale jusqu'au boutiste type Daesh, et il y a la tendance djihadiste, pragmatique, type Hamas, jusque-là. C'est quoi la différence ? Avec l'une, on ne peut pas discuter, ils ne vous reconnaissent pas comme interlocuteur. Le Hamas ne va pas vous parler en direct, mais va utiliser des intermédiaires pour vous parler. Donc il y a une approche plus ou moins pragmatique. Mais là, ce jour-là, que ce soit Mohamed Daïf, le chef des brigades Al-Qassam, qui fait un message, qui rend public un message, et Abu Obaïda, qui est devenu célèbre depuis, c'est-à-dire le porte-parole des brigades Al-Qassam, font des messages, rendent public des messages audio et vidéo qui sont plus que surprenants. C'est-à-dire qu'il y a très vite, et je le dis à tous ceux que je connais, que dès le 7, je dis, mais c'est incroyable, il y a une daïchisation du discours. On ne sait pas encore à ce moment-là, parce que je rappelle quand même les événements. Moi, je me réveille vers 6h30, 7h du matin, j'apprends qu'il y a un tir massif, et je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vois très vite qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est totalement différent de ce que nous avons l'habitude d'assister de la part du Hamas, parce que nous étions effectivement jusque-là dans un conflit, de basse intensité, quelques roquettes, le dôme de fer protège Israël, très bien,
et ça s'arrête là. Là, il y avait quelque chose de nouveau. Nous n'avions pas encore les images à ce moment-là, les images de l'horreur. Mais il y a très vite la communication du Hamas qui se met en place. Et dans la communication du Hamas, il y a deux choses qui se dégagent. D'abord, un appel clair à la barbarie et à viser des Juifs partout. Alors, ils le disent en des termes, je dirais pas subtils, mais ils le disent en des termes un peu mesurés. Mais on comprend bien que ce qui est demandé cette fois-ci, c'est qu'il y ait sur tous les fronts le lancement de quelque chose qui accule à la fois l'État d'Israël, mais aussi les Juifs de la diaspora. Ça, je le vois très vite. La deuxième chose, c'est qu'il y a un appel à l'internationalisation du conflit. Et j'en rappelle très bien des termes. Abu Obeida, le porte-parole, dit « Ceux qui sont incapables de passer à l'acte, sortez dans les rues et les places publiques, là où vous êtes, pour faire pression sur vos dirigeants, afin qu'ils cessent de soutenir Israël. » Voilà ce qu'il dit, mot pour mot. Et à ce moment-là, on va assister à quelque chose qui va se mettre en place, c'est-à-dire dès le jour même, dans la rhétorique islamiste, enfin moi qui les suis depuis des années, très connue, l'islamiste vous frappe et dès que vous ripostez, à la première riposte, il se pose en victime et il vous diabolise. Quel que soit l'État qui est visé, ils ont utilisé ça dans les pays arabes dans lesquels il y a eu des guerres civiles, comme l'Algérie, c'est-à-dire ils tapent en premier, après ils disent que c'est l'armée qui les a agressés. Les États-Unis, ils frappent le 11 septembre, ensuite ils appellent l'agresseur américain. Les Israéliens, évidemment, sont d'éternels agresseurs à leurs yeux, donc quelle que soit la situation, même si c'est eux qui sont à l'initiative de ce conflit en cours. Et par conséquent, on comprend que, outre la menace, évidemment tout le monde à juste titre, est obnubilé uniquement par la menace sécuritaire. C'est une menace importante, mais il y a d'autres menaces qui sont en train de s'installer. C'est d'abord une diabolisation totale qui dépasse le monde arabo-musulman de l'État d'Israël. Et un État qui est délégitimé, c'est un État, pardonnez-moi, qui est mort d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un État puisse être au banc de la communauté internationale ou être vu comme il est vu aujourd'hui. On y reviendra. La deuxième chose, c'est la mise en danger de la diaspora dans le monde entier. Il ne s'agit pas d'exagérer, il ne s'agit pas de minimiser. J'essaye toujours de trouver le mot juste pour exprimer la situation qui est très grave. C'est de dire, oui, il y a une volonté de terroriser les populations, toutes les populations qui, pour une raison ou pour une autre, dénoncent le 7 octobre, soutiennent Israël dans sa riposte, ou même dénigrent ou fustigent ou critiquent à juste titre le Hamas. Et même parmi ceux qui sont pour la cause palestinienne, comme on dit, et qui critiquent l'attaque du 7 octobre, ceux-là même sont mis en difficulté, quels qu'ils soient. Et par conséquent, c'est quelque chose de nouveau dans à la fois la manière d'internationaliser le conflit et dans cette volonté de diaboliser et l'Israélien, et évidemment le sioniste, et évidemment par-delà le juif, sauf cette petite secte de Neturei Karta, par exemple, qui est évidemment utilisée comme des idiots utiles de ce qu'on appelle communément l'antisionisme. Si on fait un petit tour dans l'histoire et qu'on regarde le passé depuis la création de l'État d'Israël, en 1948, on a une période d'à peu près 30 ans de guerre israélo-arabe, où la question palestinienne passe largement en second plan, derrière les volontés impériales des États arabes, notamment Nasser. On est sur des conflits territoriaux, le but c'est de s'agrandir. Ça se termine avec les accords de paix de Camp David. Le milieu et la fin des années 80, on va passer dans une autre sphère, on est sur un conflit israélo-palestinien, avec les intifadas, la création du Hamas, mais c'est toujours territorial. Selon vous, le 7 octobre marque-t-il un nouveau tournant ? Vous avez écrit que nous étions devant un conflit israélo-islamiste. Monsieur Sivaoui, est-ce qu'on est passé d'un conflit territorial à un conflit idéologique, voire un conflit civilisationnel ? Le conflit, on peut le dater. Il a commencé avant la création de l'État d'Israël. Et avant même la création de l'État d'Israël, le conflit n'était pas, je dirais, territorial. La question de la territorialité a été utilisée comme prétexte. La question, c'est pas à la limite, je l'aurais entendu, j'aurais débattu le sujet. Moi, j'ai ma propre sensibilité, ça ne vous a pas échappé, je ne suis pas juif. Bon, il se trouve que je ne travaille pas pour le Mossad non plus. Et je ne suis pas du tout l'ami du gouvernement israélien que je critique allègrement matin, midi et soir, et pas du tout l'ami de M. Netanyahou que je ne trouve pas calibré pour occuper le poste qu'il occupe. Mais ça, je ferme la parenthèse.
dans le contexte, ce n'est pas le sujet. Quelles sont mes motivations? Dire oui, motivation humaniste, machin, etc., très bien. Et motivation autre, c'est qu'au-delà de l'humanisme, moi j'ai un regard extrêmement lucide, en tout cas j'essaye, sur la question de l'islam politique. Et j'essaye d'avoir une vision globale de l'islam politique. Le conflit islamisto-israélien, aujourd'hui, n'est qu'un point dans le dispositif global islamiste. Mais un point important. C'est un abcès de fixation extrêmement important pour eux dans leur rhétorique. Mais d'une certaine façon, ils ont comme ça des chapitres qu'ils veulent absolument traiter. Il y a le chapitre des États arabes, c'est comment arriver historiquement à faire en sorte à ce que ce ne soit pas des États nationalistes, c'est pas plus mal, mais que ça soit surtout pas des États démocratiques, ça c'est plus compliqué. Et ça, ils sont d'accord avec les régimes nationalistes, les principales dictatures, et qui leur permettent en fait de créer un antagonisme. C'est dans tous les pays arabes, si vous voulez regarder un peu de plus près, l'antagonisme c'est les dictateurs, les islamistes. Les démocrates sont massacrés par les deux, dans tous les pays. D'ailleurs, même le conflit syrien, quand vous voyez les premiers mois du conflit, ils sont intéressants à regarder. Les troupes de Bachar al-Assad ne frappent pas du tout les islamistes. Et les islamistes ne frappent pas du tout les troupes de Bachar al-Assad. Ceux qui sont frappés en premier sont les démocrates, ceux qui veulent une autre Syrie et qui veulent ni des islamistes ni du régime. C'est un fait très intéressant. Donc ces antagonismes existent dans l'ensemble du monde arabo-musulman, ce qui est appelé arabo-musulman. Ça, c'est un chapitre. Le deuxième chapitre, c'est la fragilisation du monde occidental, de manière générale. Ça, c'est un chapitre important dans la stratégie islamiste. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont une lecture assez simple, qui est très pragmatique. C'est les États occidentaux soutiennent les dictateurs arabes. Par conséquent, pour prendre le pouvoir dans le monde arabo-musulman, il faut frapper les Occidentaux. Et il faut les amener à être fragilisés au point où ils ne peuvent plus soutenir les régimes dictatoriaux. Ça, c'est un deuxième chapitre. Troisième chapitre, c'est la France. Pourquoi ? Parce que la France, dans l'imaginaire islamiste, est un pays qui est important au niveau de la symbolique. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la démocratie, c'est l'ancienne puissance coloniale et c'est le pays de la laïcité. Tout ce qu'ils adorent, c'est le pays du féminisme aussi, etc. Ils adorent tout ça, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Après, le quatrième chapitre, c'est Israël. Israël, c'est évidemment toute la rhétorique antisémite. Alors, je pèse mes mots, parce que l'antisémitisme, comme vous le savez, à l'origine est une création européenne, si j'ose dire, et qui est devenue, qui a été adoptée par les mouvements islamistes. À partir de là, le conflit entre les islamistes et les Israéliens n'est qu'un chapitre parmi d'autres. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je suis contre le Hamas et pour Israël, c'est que j'ai un regard extrêmement lucide, à la fois sur la réalité des régimes arabo-musulmans, sur la réalité du système américain, sur la réalité de la gouvernance en France, sur la réalité de la gouvernance en Israël. Et à partir de là, si vous voulez, dès le moment où il frappe avec cette logique-là, c'est-à-dire d'internationalisation, avec cette capacité à se liguer, y compris avec leurs pires ennemis traditionnels, je parle des mouvements terroristes sunnites, c'est-à-dire avec les chiites, qui deviennent aussi les sponsors ou les co-sponsors du djihadisme sunnite quand il s'agit d'Israël, est très intéressant à analyser. Par conséquent, le 7 octobre, il raconte une époque qui est pour moi une époque nouvelle dans le franchissement d'une étape supplémentaire par la mouvance islamiste internationale. Cette étape nouvelle consiste, selon moi, à créer des conditions pour une intensification du conflit qui pourrait concerner la région de façon, je dirais, de la manière comme on est en train de le voir. Et vous allez voir qu'ils vont essayer de tout faire pour étendre le conflit dans la durée, parce qu'ils connaissent aussi les forces et les faiblesses de l'État d'Israël. L'État d'Israël ne peut pas se permettre une guerre très longue, tant sur le plan psychologique que sur le plan économique, ne peut pas accepter d'être fustigé sous la pression internationale sur une longue durée. Et donc, ils souhaitent créer les conditions de l'essoufflement et faire en sorte à créer une dynamique en Europe et en Occident, aux États-Unis notamment, en France, en Belgique, évidemment en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, etc., pour que tous ces Occidentaux se mettent à lâcher, ou en tout cas à douter de la pertinence de la politique, en tout cas de la politique israélienne ou de la riposte israélienne. Et admettons que demain, parce que ça a été annoncé, admettons que demain, sous la pression, le gouvernement israélien dise bon, on arrête la guerre, on revient au statu quo. Ça serait
une catastrophe parce que quel que soit le nombre de morts qu'aurait eu le Hamas, quel que soit le nombre de cadres tués, tant que ne seront pas démantelés leur architecture idéologique, logistique et militaire, ils reprendront à leur compte cette situation en disant nous avons gagné la guerre. Et si le Hamas dit nous avons gagné la guerre, c'est que l'islamisme a gagné partout. C'est que l'islamisme a gagné partout. Et c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement lucide par rapport à ça. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'interpellent sur les images d'Al Jazeera, je les vois du matin au soir. Moi, je suis branché sur Al Jazeera parce que j'ai envie de voir ce qu'ils disent. Et si en plus, l'intérêt de cette chaîne de propagande, c'est qu'elle fait parler tout le monde. C'est toute son ingéniosité. C'est-à-dire, on a même, quand le porte-parole de l'armée israélienne intervient, tous les programmes sont coupés et ils vont l'écouter. Donc, leur propagande, elle marche comme ça. Après, ils déconstruisent ce qu'il dit en utilisant tous les subterfuges, tous les mensonges, etc. Mais ils permettent de créer une ambiance de crédibilité dans leur traitement. Et donc, quand je vois ce qu'ils diffusent, ils coupent comme ça, comme quand il y a des événements importants. Imaginez la télé en 4. Donc, vous avez quatre petites télés dans la télé. Et sur une des télés avant la trêve, je vous assure, du matin au soir, c'était des enfants morts, des cadavres d'enfants. Du matin au soir. C'est-à-dire, à n'importe quelle heure, vous avez des enfants. Mais pas les mêmes, C'était toujours des nouveaux. Bon. Sur l'autre télé, il y avait des enfants, des bébés prématurés dans des couveuses à l'hôpital Shifa, là où qui étaient encerclés par l'armée israélienne pour des raisons que je connaissais. Je savais pas pertinent parce que j'étais là-bas. Je sais à quoi sert l'hôpital Shifa, qui est un secret de Polichinelle. Donc, il était légitime que cet hôpital devienne un objectif militaire. Et en bas, vous avez des manifestations quelque part dans le monde, soit dans le monde arabe. Et enfin, la quatrième image, c'était des experts qui passaient, etc. Et c'est ça le traitement. Et j'ai dit à plusieurs personnes, mais en toute honnêteté, quand vous n'êtes pas charpenté, quand vous n'êtes pas, conscient des enjeux, quand vous n'avez pas la connaissance du sujet, quand vous ne savez pas quel est l'objectif derrière cette chaîne? Excusez-moi, je vais le dire brutalement. Vous vous levez, vous sortez, vous tuez le premier juif que vous croisez. C'est une chaîne d'embrigadement, de diabolisation et de banalisation Et c'est pour ça qu'il y a des gens, passez-moi l'expression, qui sont en train de péter littéralement un plomb. C'est-à-dire que ça ne me fait pas plaisir de voir des bébés mourir ou des enfants ou des êtres humains. Je n'ai pas attendu une chaîne islamiste que une chaîne islamiste me le montre pour être horrifié par ces images. Je veux dire, c'est pas... Mais ce qui est questionné aujourd'hui, évidemment, à travers, d'une certaine façon, les prises d'otages qui visent les opinions publiques internationales. C'est de dire, bon, vous ne réagissez pas, c'est que vous êtes des monstres. Vous ne réagissez pas, c'est que vous êtes des monstres. Et évidemment, les Juifs ne réagissent pas parce que ce sont des monstres. Donc, ils s'en foutent de la mort de ces gens-là. Et par conséquent, il y a une diabolisation supplémentaire. Alors, non seulement vous colonisez des terres, non seulement vous avez une armée qui frappe, mais en plus de ça, quand vous êtes une diaspora, vous soutenez ces gens-là et vous n'êtes même pas triste quand vous voyez des enfants arabes mourir. Et c'est en fait, quand on fait rentrer des gens dans cette dynamique-là, vous avez les processus de diabolisation qui peuvent mener jusqu'au crime dans certains cas. Quand je me rappelle, évidemment, on se souvient tous, même s'il y a moins de 12 ans, quand il y a eu les attentats perpétrés par cet horrible Mohamed Merah à Toulouse. Non seulement j'ai suivi cette affaire de très près, j'ai essayer de cerner la personnalité de cet individu, de ce terroriste, essayer de comprendre comment on peut tuer un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, une petite fille de 8 ans, un enfant de 3 ans avec la tétine dans la bouche. C'est pas possible, à bout touchant. Et évidemment, pendant qu'il était encerclé, il a eu un échange avec le médiateur du raid, qui lui a posé la question, et il lui dit, j'ai tué les enfants juifs comme ils tuent, eux, nos enfants en Palestine. Donc, il rationalise la haine, et, évidemment, tout tueur a besoin de rationaliser la haine qu'il porte, et donc de rendre légitime son action, aussi meurtrière soit-elle. Mais comprenant à quoi mène ce type de propagande aujourd'hui. Donc, au-delà de l'attaque elle-même, de l'action de ce 7 octobre, ce qui est en train de se jouer depuis le 7 octobre et le piège dans lequel sont en train de tomber, les pièges dans lesquels sont en train de tomber les communautés internationales, y compris des gens qui sont censés être sérieux, qui ont occupé de hautes fonctions, qui ont été parfois premiers ministres, ici ou ailleurs, qui sont en train de tenir des discours complètement surréalistes, qui pour moi sont en train d'armer les mains des terroristes de demain. Et sur ce point-là, je pense qu'il faut être intransigeant, parce qu'on a un devoir d'explication
de condamnation de ce qui doit l'être, mais on doit rappeler quels doivent être aujourd'hui, de façon pragmatique, les objectifs militaires, comme dirait un président qu'on connaît un peu, quoi qu'il en coûte aujourd'hui, mais tout en accompagnant ça d'une nécessaire pédagogie. Le Hamas, M. Sifawi, semble être devenu le défenseur de la cause palestinienne, alors qu'il en est en réalité un des pires ennemis. Vous l'avez décrit, l'université islamique de Gaza, le travail social du Hamas, la mosquée, les écoles, ont pour seul objectif l'endoctrinement de la jeunesse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnes à Gaza contre le Hamas, des personnes laïques ? Vous connaissez le terrain, vous y êtes rendu à plusieurs reprises. Quelle est la vie à Gaza, avant le 7 octobre, bien sûr ? On entend souvent camp de concentration à ciel ouvert, prison à ciel ouvert, voire même ghetto. Que pensez-vous de ces expressions ? D'abord, les termes qui sont utilisés sont totalement inappropriés. Mais totalement inappropriés. J'ai effectué une visite à Auschwitz, donc j'ai vu quelques années plus tard ce qu'est un camp de concentration, sans voir les victimes du camp de concentration, évidemment, que j'ai vu en noir et blanc sur les chaînes dans des documentaires. Ça me suffit normalement à savoir ce qu'est un camp de concentration. Donc ces termes sont galvaudés. Je peux en dire un mot. Il y a une volonté derrière la nazification de l'Israélien et du Juif. Il y a une idée derrière la tête. C'est pas quelque chose qui est tombé comme ça. C'est pas une chose qui est tombée comme ça. Si c'est contenu structuré dans le discours et la propagande du Hamas, ce n'est pas par hasard. Je ferme la parenthèse. Donc, si vous voulez, le Gaza est une ville classique du Moyen-Orient, mais une ville qui a été financée après, notamment, Plan Dursi. Donc, c'est cette partie-là que je ne connais pas, mais par contre que j'ai suivi. Donc, après Plan Dursi en 2009, il y a eu énormément de financements qui ont permis l'édification de quelques buildings formidables. Mais quand on construit des buildings de 20 étages, on creuse aussi pour avoir des fondations solides, avec le même argent, avec les mêmes aides internationales. Et plus on creuse, plus on peut construire aussi des tunnels. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aide internationale qui a bénéficié au Hamas, qui a été captée par le Hamas, est une aide qui a permis aussi à la construction des presque 600 km de tunnels qui existent, aussi bien au nord de la bande de Gaza qu'au sud de la bande de Gaza. La deuxième partie des tunnels a été construite après Plan Dursi et après toutes les offensives militaires, puisqu'à chaque fois, l'aviation israélienne détruisait. Et ça n'a jamais été décrypté. Pourquoi l'aviation israélienne vise les immeubles les plus récents ? Personne ne l'a expliqué. Parce que sous les immeubles les plus récents, il y a les tunnels les plus récents et les plus sophistiqués. Parce qu'avec cet argent, on a construit les immeubles, ces immeubles neufs qui servent à la fois l'administration du Hamas dans cette prison à ciel ouvert, soi-disant, mais parfois des constructions de très haute qualité et qui ont permis la construction de tunnels. Donc l'armée israélienne était obligée de casser ces immeubles pour deux choses. D'abord, pouvoir assurer une télédétection, parce que les tunnels, on les détecte avec des sonars ou avec des éléments techniques qui permettent de l'identification de signaux électromagnétiques. C'est la raison pour laquelle, vous avez dû voir, quand l'armée israélienne a commencé son opération terrestre, dans la deuxième phase, il y a de coupures d'électricité, d'Internet, etc. C'était le blackout total à Gaza. Ce n'était pas pour pénaliser la population comme il était dit, c'était justement pour provoquer le silence, pour pouvoir capter justement les ondes électromagnétiques que peut dégager la lumière ou les micro-bruits qui peuvent venir des générateurs, etc., avec des appareils sophistiqués, des sonars, et à partir de là, arriver plus ou moins à trouver ou à localiser la présence des otages. Voilà la construction, en fait, de l'objectif militaire. Revenons aux fondamentaux. Quel intérêt aurait une armée d'un État démocratique ou une démocratie peut-être un peu malade, un peu défaillante, etc., de déployer des missiles qui coûtent énormément d'argent juste pour tuer des bébés et des enfants? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon. Donc, si on est des gens raisonnables, on dit que ça n'a pas de sens. Il y a autre chose. Il y a des objectifs militaires. Quels sont les objectifs militaires? Et l'objectif militaire premier et second de l'armée israélienne, c'est d'atteindre les chefs du Hamas et de frapper l'architecture logistique, en l'occurrence les tunnels. Pour arriver à
à expliquer comment cette organisation est née. Elle est née de façon extrêmement pensée. Il y a eu une première étape entre, je dirais, 1987 et la fin de la seconde intifada, où il y a eu la construction de l'outil idéologique. Ça a choqué quand j'ai dit qu'il faut absolument taper, oui, l'université islamique de Gaza, l'université Al-Aqsa, l'université Al-Azhar, 3 principales universités qui sont à Gaza. Je suis assez respectueux du savoir et des sciences et des enceintes universitaires pour m'empêcher de dire qu'il faut frapper une école université. Ça n'aurait aucun sens. Il faut frapper les centres idéologiques. Ce sont des centres de diffusion du message idéologique qui a abreuvé les cadres du Hamas. Et plusieurs des cadres du Hamas ont été formés, les jeunes cadres du Hamas, ceux qui ont, je dirais, 40 ans et moins, ont été formés pour la plupart dans ces universités-là. Deuxième chose, il y a eu l'édification de la puissance militaire progressivement, c'est-à-dire la naissance des brigades Al-Qassam en 1990. Il y a un petit groupuscule terroriste qui a commencé par des petites opérations, des petites bombes par-ci, des voitures piégées, des attentats kamikazes. C'est sophistiqué progressivement, déployant à la fois sa propre industrie militaire, aidé en cela par l'Iran notamment. Et on a vu, à partir de 2009, à chaque fois les attaques, à chaque fois les missiles, à chaque fois les roquettes étaient plus sophistiquées et plus massives. Ça, on l'a vu jusqu'à ce ce dernier épisode où on voit quand même une capacité militaire beaucoup plus pointue. Donc à chaque fois, il revenait avec plus de force et avec les capacités d'une armée régulière, capacité d'une armée régulière qui est formée entre autres techniquement par... Et donc il y a eu cette deuxième construction. La troisième construction, à partir notamment de 2009, c'était la construction logistique, c'est-à-dire toute l'architecture autour de ces tunnels avec cette toile d'araignée qu'ils ont réussi à construire parce qu'ils ont compris une chose que vous allez comprendre très vite, c'est que le territoire n'étant pas énorme, 365 km², n'allait pas leur permettre de créer les conditions d'une guerre asymétrique. Pour pouvoir mener une guerre asymétrique, ils ont imaginé quelque chose. On est sous terre, quand il y a une guerre, on sort, on frappe et on rentre. Évidemment, la riposte, elle est avec un armement sophistiqué, précis, certes, mais il ne peut pas être précis au millimètre près, avec une population qui reste en haut. Et il y a une question d'une interview qui est passée dans un média arabe que j'ai vu, je ne sais plus lequel, où la journaliste demandait à la personne « Mais pourquoi vous n'avez pas imaginé des bunkers et des... » Il lui a dit « Non, nous sommes dans une logique de guerre. Nous avons fabriqué une logistique pour protéger les combattants, pas les civils. » Et donc, mais en vérité, il y a du cynisme derrière. Parce que quand ils frappent, c'est une action militaire. Quand ils se cachent, c'est aussi une action militaire, puisqu'ils préservent leurs forces. Quand Israël frappe, elle frappe beaucoup de civils, ce qui est vrai. Surtout les civils qui ne veulent pas partir, même lorsqu'ils sont avertis. Eh bien, c'est du gagnant pour le Hamas, parce que ça permet de diaboliser davantage l'ennemi. Regardez, nous, on le frappe, et lui, il frappe les civils. Et donc, si vous voulez, le piège, il se referme progressivement sur les Israéliens depuis des années. En vérité, quand je l'avais dit en ces termes, on m'avait traité de tous les noms, y compris parfois par certains juifs de la diaspora. Il ne faut pas arrêter la guerre. Dès 2009, il fallait démanteler le Hamas. Dès 2009, il fallait massacrer les gens du Hamas, faire en sorte à ce que l'architecture militaire, l'architecture idéologique et l'architecture logistique soient détruite. Parce que, en fait, dans la stratégie de la lutte antiterroriste, si vous êtes dans une logique attentiste où vous attendez qu'ils vous frappent, oui, ils vont vous frapper, et ils vont vous frapper très fort, mais quand vous réagissez sans préparation préalable, sans plan d'action étudié, et sans avoir vous-même fait la pédagogie nécessaire auprès des opinions publiques qui ont aujourd'hui un poids extrêmement fort, depuis que nous vivons une révolution numérique, tout le monde est devenu journaliste, tout le monde peut exprimer son avis. Et ce qui était confiné autour des piliers de bar PMU il y a quelques années, et aujourd'hui sur la toile, et parfois de la toile, ça peut passer aux grandes chaînes. Donc la discussion de bar d'il y a quelques années fait aujourd'hui presque autorité. Et le spécialiste est mis sur un pied d'égalité avec le Kidam, et je ne fais aucun élitisme, mais comme la voix de l'homme politique ou du responsable politique, même d'un général qui connaît parfaitement les règles
de la guerre et les techniques et les contraintes de la guerre, eh ben, sa parole est mise et challengée par n'importe qui passe par là et qui va dire, bon, non, mais attends, moi, je sais très bien, je peux faire un pavé de 5000 signes ou 5000 mots, juste quelqu'un qui passe et qui me dit, vas-y, n'importe quoi. Genre, voilà, ça, vous cassez la tête, vous essayez d'échanger avec des gens en partageant votre expérience, vous essayez de rationaliser ça, de donner des arguments, etc. Et il y a quelqu'un qui passe et qui vous dit, vas-y, c'est n'importe quoi. Alors, vas-y, c'est n'importe quoi, ça vous tue un truc, quelle que soit la démonstration. Si vous êtes dentiste, machin, vous expliquez comment on enlève une dent, et il peut passer aussi, vous dire, vas-y, c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça, c'est avec des tournevis qu'on fait ça. Et donc, si vous voulez, la riposte en elle-même est légitime, mais quand vous êtes dans une logique de riposte et vous n'êtes pas proactif, face au terrorisme, vous perdez sur tous les fronts. On va parler d'un petit pays, M. Sifawi, qui prend de plus en plus d'importance, le Qatar. C'est un des soutiens financiers très importants du Hamas. C'est le lieu de résidence aussi de plusieurs de ses dirigeants. Concernant son influence en France, on va revenir sur quelques dates. En 1990, François Mitterrand permet une exonération d'impôts sur la plus-value sur plusieurs pays du Golfe, dont le Qatar. En 2011, le Qatar achète le Paris Saint-Germain. En 2013, le Printemps, le groupe Alia. Alors, M. Sifawi, faire ses courses au printemps, se rendre au Parc des Princes, est-ce que c'est soutenir indirectement le Hamas ? Non, mais c'est une question légitime, mais ça va vous étonner, hein, ça va peut-être vous faire rire. Moi, j'adore le football. Depuis le 7 octobre, je ne regarde plus le Paris Saint-Germain. Voilà, mais je trouve qu'on n'a pas été suffisamment... C'était si important de le dire ? Non, mais... Ah, vous aussi ? Bon, ben ça va. Bon, ça me rassure parce que je me suis dit que c'était irrationnel. Non, mais je pense que cette histoire du Qatar, cette histoire du Qatar est assez extraordinaire parce que elle résume ce que sont les sociétés occidentales et surtout leurs élites. En fait, j'ai toujours été surpris par le regard que peuvent porter les Français sur leurs compatriotes d'origine maghrébine, mais pas forcément le regard en direction du voyou ou en direction de l'islamiste, hein. Le regard en direction du kidam d'origine maghrébine. Il y a culturellement, que ce soit à gauche ou à droite, on ne va pas se mentir, un certain mépris pour ces populations. Mais quand je vois la déférence avec laquelle ils accueillent depuis toujours les vrais Arabes, ceux qui ne sont pas leurs compatriotes, j'ai compris une chose, c'est que nous sommes dans des pays de la cupidité et de la corruption. Parce que quand je regarde la diffusion de l'islam politique depuis maintenant 30 ans, et je vais le dire d'un point de vue technique, et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille de lire le livre d'Hannah Arendt sur les totalitarismes. Hannah Arendt a fait un livre référence en 1952 sur justement les grands totalitarismes de son époque. Et les sciences politiques nous disent qu'il y a évidemment deux grands totalitarismes, le nazisme et le stalinisme. Ce qui caractérise le totalitarisme, c'est le déni de l'affirmation de soi. C'est-à-dire que le totalitarisme, ce sont des logiques idéologiques qui s'immiscent y compris dans la vie privée. C'était le cas du nazisme. Il rentrait, chacun avait obligation, sinon c'était un mauvais nazi et mauvais militant du Parti national-socialiste, de ne pas acheter, de ne pas avoir chez lui Mein Kampf, comme un bon catholique doit obligatoirement avoir sur sa table de chevet la Bible. Et le nazisme s'immisçait dans tout, absolument tout. Évidemment, c'est une idéologie totalitaire qui est née par la volonté d'un minable qui s'est cru artiste d'abord et ensuite qui s'est fait homme d'État par une sorte de mauvais alignement des planètes et qui a théorisé à sa façon la hiérarchisation des races en s'appropriant des choses qui avaient été déjà rédigées, écrites, notamment par de Gobineau, le bon français qui lui aussi, bien avant Zemmour, s'est autoproclamé expert en toutes choses et qui, partant d'un statut de diplomate, il est devenu anthropologue, autoproclamé, estimant qu'on pouvait reconnaître la race
entre guillemets, d'une personne à partir de sa morphologie, et à partir de là, il y a des fantasmes qui sont nés, et le nazisme s'est beaucoup nourri des travaux de Gobineau. Ensuite, il y a le stalinisme. Le stalinisme est né d'une révolution, qui partait d'une idée plutôt noble, l'abolition de certains privilèges. La Russie tsariste n'était pas d'ailleurs des plus sympathiques, en plus des plus antisémites qui soient. Les lois de 1881, qui ont visé les Juifs notamment, et qui ont poussé, en tout cas, à mettre en place un certain nombre de pogroms, et à d'autres familles juives l'exil, etc. Enfin, toute cette histoire a fini par donné naissance à cette révolution, et par la suite, cette révolution a donné naissance à Staline, qui lui-même a créé sa propre idéologie. Et là, c'était plus sur la base de la hiérarchisation des races, mais sur la hiérarchisation des classes. Il y a eu ensuite la naissance de l'islam politique. Et à partir du moment où l'islam politique a commencé à s'immiscer véritablement dans la vie des gens, dans leur intime, beaucoup de spécialistes des sciences politiques ont commencé à se poser légitimement cette question. Et je suis dans cette lignée-là, c'est-à-dire, moi, j'ai suivi des aînés dans les sciences politiques aux États-Unis. La prestigieuse université de Princeton étaient les premiers à se poser la question: est-ce que l'islam politique, l'islamisme est un totalitarisme? Certains ont répondu oui, d'autres moins courageux ont répondu peut-être, et d'autres idiots utiles ou lâches ont répondu non. Moi, je fais partie de ceux qui répondent aujourd'hui encore oui. Oui, de façon objective, parce que l'islam politique remplit tous les critères qui permettent de le classer comme un totalitarisme. Alors pourquoi je lis ça au Qatar? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les deux premiers totalitarismes ont été créés dans les conditions que j'ai évoquées, mais les deux premiers totalitarismes se sont autonomisés. C'est-à-dire qu'on les a envoyés dans la société, et les gens, parfois contraints et forcés, voire souvent contraints et forcés, se sont appropriés. Ensuite, ces idéologies sont mortes de leur belle mort parce qu'il y a eu des réactions. Dans le cas de l'islamisme, il y a un cas particulier, c'est que c'est une idéologie totalitaire qui a été dopée par qui? Par les plus grandes démocraties. D'abord les Britanniques, ensuite les États-Unis, ensuite la France, et enfin, dans le cas de la création du Hamas, Israël, dont on peut penser que quand même ces gens qui sont au cœur du Moyen-Orient sont un peu orientaux. Mais non, comme ils ont été dirigés plus souvent par des Ashkénazes, ils sont plutôt occidentaux. Ils auraient gagné peut-être à laisser une petite culture orientale leur décrypter la réalité de l'islam politique. Et donc, en vérité, quand on parle des erreurs des Israéliens, les Israéliens n'ont jamais créé le Hamas pour créer le Hamas, pour se faire tuer. Les Israéliens ont tout simplement fait les mêmes erreurs que tous les autres Occidentaux, c'est-à-dire qu'ils ont misé sur l'islam politique pour fragiliser le courant nationaliste, qui était beaucoup plus important. Donc en 1987, évidemment, Ariel Sharon entre autres, et plus tard Netanyahou, ont dit tiens, on va favoriser, aider l'émergence de ce courant qui se voulait religieux, etc., pour fragiliser le vrai diable de l'époque, c'est-à-dire Yasser Arafat, qui était l'ennemi juré. Et pourquoi les Occidentaux ont voulu à tout prix miser sur les islamistes? Pour deux raisons. D'abord, une raison qui se voulait pragmatique, c'est que tous les dirigeants nationalistes arabes étaient proches de Moscou, alors que les théocraties arabes étaient proches des États-Unis. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, etc. Les nationalistes, eux, type Irak, Syrie, Algérie, et j'en passe, ont toujours été proches de Moscou et donc du courant nationaliste. Donc, partout dans ces pays-là, on a fait en sorte de doper. L'Occident a fait en sorte de doper. Il y a un dopage qui a commencé, qui a été assumé, notamment avec la guerre en Afghanistan contre les Soviétiques. Deuxième chose, c'est que ces pays, comme les États-Unis par exemple, ont une cohabitation très pacifique avec les religions. Et même les plus intégristes, les télévangélistes américains, ont leur place à la télé, etc. Donc il n'y a pas de problème, c'est des bigots comme les nôtres. C'est d'une sorte de mormons. Voilà, c'est un peu les mormons de l'Orient, etc. Ils sont un peu bigots, voilà, ils ont 12 femmes, c'est 25 enfants, c'est pas grave. Ils sont un peu comme les nôtres. Les Israéliens, pareil, sont toujours accommodés des ultra-orthodoxes, des ultra-religieux, etc. Donc ils ont vu les islamistes comme leurs propres bigots. C'est des ultra-intégristes, ne sont pas gênants dans l'absolu. La France, un peu plus, évidemment, avec sa laïcité, sa révolution, etc., a été un peu plus méfiante. Mais aussi, elle a favorisé le camp islamiste, notamment pendant la guerre d'Algérie, contre les nationalistes du FNN. Elle a fait monter les traditionalistes du MNA, le mouvement national algérien de Messali Hadj.
qui était un peu plus, non pas islamiste, mais beaucoup plus conservateur, assez conservateur, et surtout les oulémas, à une certaine époque, qui étaient eux les vrais bigots, un peu les continuateurs des frères musulmans. Donc là, les liens avec le Qatar se sont inscrits dans cette logique-là, c'est-à-dire une logique stratégique, où on a en fait les États-Unis qui ont la plus grande base américaine dans le Golfe, elle est au Qatar, et évidemment des liens commerciaux avec cette grande puissance financière qui est aussi exportateur de gaz et qui est aussi un régime qui dépense énormément quand il voyage. Donc c'est tout bénef. Et quand je parle de cupidité, c'est que dans ce monde ultralibéral, l'argent est devenu roi et il est en première position dans les priorités, c'est-à-dire même avant les questions de sécurité. On est arrivé à créer une situation qui est quand même incroyable, dont on ne parle jamais, qui est un nœud gordien et que j'explique un peu dans ce bouquin. C'est que dans les relations internationales, on a une classification. Il y a les alliés, les adversaires, les ennemis, les gens neutres qui peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. Les adversaires aussi peuvent... Il y a des relations pragmatiques qui s'installent. Mais il y a un élément qui est totalement nouveau, qui est créé par des pays comme le Qatar, comme la Turquie et d'autres aussi, c'est que des alliés stratégiques, économiques et parfois militaires sont les principaux sponsors de notre ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire les islamistes qui veulent nous tuer ici sont parfois sponsorisés par ces États-là. Ou en tout cas, s'ils ne veulent pas nous tuer, ils veulent affaiblir les valeurs et le modèle de société qui est le nôtre. Et en même temps, ce sont nos alliés stratégiques. Et parfois, avec nous, membres de l'OTAN, etc. Mais regardez les liens incroyables qu'entretient Israël avec un pays comme la Turquie. Je l'ai dit, 7,7 milliards de dollars d'échanges en 2021, au moment où les relations diplomatiques sont au plus bas. Un accord de coopération militaire signé en 1996. Des liens économiques aujourd'hui extrêmement importants. Et je l'ai dit, pour que la mémoire aussi arabo-musulmane et toutes ces personnes qui soutiennent la dite cause palestinienne le comprennent, c'est qu'aujourd'hui, dans les territoires en Cisjordanie, les implantations, toutes les nouvelles implantations montent grâce à un ciment qui est importé à 50% de Turquie et à du fer qui est importé à 60% de Turquie. Donc, la Turquie envoie à Israël 50% du ciment et 60% du fer qui sert à créer des nouvelles implantations que la Turquie va dénoncer après. On est dans un cynisme total. La même Turquie avec laquelle il y a tous ces accords commerciaux, économiques et militaires est devenue le principal propagandiste de délégitimation de l'État d'Israël et de la diabolisation de l'Israélien. Et alors, le Qatar, c'est la même logique, c'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est un allié stratégique dans la région. Je passe sur le... Ah oui, plus important, parce que c'est quand même incroyable. Ça ne vous a pas échappé. Ça ne vous a pas échappé. Le pays qui finance l'organisation terroriste qui prend en otage des Israéliens est le pays qui est le médiateur dans la récupération des otages israéliens et qui tire donc un bénéfice total. C'est diabolique parce qu'ils en tirent un bénéfice diplomatique immédiat, immense, avec plus de légitimité sur la scène internationale, d'autant plus que leur objectif premier, c'est de rayonner sur le plan diplomatique et international. Voilà la réalité de ce petit, pas si petit que ça, petit par la taille mais grand par l'influence, le Qatar. Et pour moi, oui, je pense que les opinions publiques doivent se mobiliser pour mettre nos responsables politiques devant leurs responsabilités pour une clarification par rapport à ce pays, à sa politique de soft power. Et alors, si avec tout ça, avec tout ce qui est en train de se passer, on ne comprend pas que ce sont des gens qui utilisent n'importe quel levier pour peser sur la décision politique, in fine, parce que c'est ce qui est recherché, c'est quand vous arrivez à employer un certain nombre de personnes à la fois donc, nourrir des familles, en plus leur donner du loisir, les informer ou les désinformer des gens de chez vous qui comprennent leur langue, aussi ne comprennent pas leur langue, c'est pas grave,
il bascule sur Al Jazeera en anglais et ça marchera tout autant, c'est que vous n'avez pas véritablement compris que dans votre propre pays, vous êtes en train de perdre sur tous les plans. En 93, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signaient les accords d'Oslo. On en est bien loin aujourd'hui. C'était une reconnaissance mutuelle et des frontières claires et nettes. Depuis, Israël a continué d'établir des colonies. On a 400 000 personnes en Cisjordanie, 700 000 si on rajoute Jérusalem et le Golan, soit presque 8% de la population israélienne. Si bien qu'aujourd'hui, on a d'un côté un groupe terroriste islamiste qui prône l'anéantissement de l'État d'Israël, l'anéantissement des Juifs même, et de l'autre côté, un gouvernement plutôt à droite israélien, ou très à droite, qui a multiplié et accéléré le processus de colonie. Sans même imaginer pouvoir comparer les deux, et ce qui est impossible entre un mouvement terroriste, islamiste et une démocratie. Mais comment une paix ou une solution ou quelque chose est-il possible à moyen ou long terme ? Vous faites bien de dire à moyen long terme, parce qu'à court terme, il n'y a évidemment rien du tout. Et moi, comme je ne suis pas, même si je suis optimiste de nature, mais je n'ai pas envie de raconter, je ne suis pas un chanteur de la variété française ou de ces acteurs qui rêvent de paix, de voir des colons partout, etc. Je suis d'une autre, disons, de notre architecture qui est peut-être un peu plus réaliste, un peu moins joyeuse, mais probablement plus réaliste. La réalité est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, le monde arabo-musulman est malade. Il est malade d'une maladie qui s'appelle l'islamisme. Cet islamisme est un générateur de haine. Et dans le cas spécifique qui nous intéresse, c'est un générateur d'antisémitisme. D'autant plus que le monde arabo-musulman est dans un déni total. Il refuse de voir sa propre réalité, il refuse de faire son propre diagnostic et il refuse de se soigner. Pourquoi il refuse de se soigner ? Parce que ceux qui sont à la tête de ces pays arabo-musulmans sont des gens qui asservissent leur population, qui ont fait de leur pays une propriété privée et qui l'utilisent pour capter les éléments de la souveraineté afin d'installer un pouvoir qui est indéfini dans le temps. Et d'ailleurs, même quand la biologie arrive à leur mettre un terme à leur pouvoir, ils essayent de mettre leur enfant ou leurs enfants, etc. Bon, ça c'est un premier élément. Donc, la solution ne viendra certainement pas du monde arabo-musulman. Sur la question de la spécificité des relations avec Israël, il y a évidemment une tendance qui est forte, que vous avez rappelée, c'est qu'il y a eu des accords de paix à un moment donné qui ont commencé à être signés depuis effectivement 1979, l'Égypte, la Jordanie, ensuite progressivement les Émirats arabes unis, le Maroc a normalisé ses relations et l'Arabie saoudite est en passe normalement de le faire. D'ailleurs, l'intervention du Hamas le 7 octobre est à mon sens aussi liée à ça. C'est une manière de gêner tous ces États qui ont normalisé ou qui sont en passe de normaliser leurs relations avec Israël. Le problème, c'est que ces dirigeants ont tellement fait infuser l'antisémitisme dans leur propre société qu'il leur est difficile aujourd'hui de réaliser ou infuser ou laisser s'infuser. Il y a eu les deux. Ils auront du mal à se couper de ce sujet en normalisant leurs relations parce qu'ils se mettraient en porte-à-faux avec leur propre population. Et pour d'autres, une autre catégorie, c'est ce que j'ai raconté dans l'une de mes dernières vidéos, ma dernière vidéo, c'est de dire tout simplement que certains pays, c'est leur fonds de commerce aussi. Ce qu'ils appellent la cause palestinienne, c'est leur fonds de commerce. Donc au regard de la nouvelle configuration, je ne vois pas du tout le monde arabo-musulman s'élever pour faire la guerre à Israël. Bon. Ça ne veut pas dire faire la paix non plus. Deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui, effectivement, un état d'esprit dans la société israélienne qui est très divisé. Et on n'a pas encore parce que c'est trop tôt, c'est trop frais, les résultats politiques du traumatisme du 7 octobre. Est-ce que le pays va plus s'extrême droitiser ? Quand je dis s'extrême droitiser, c'est tout simplement pour rappeler que toutes les déclarations racistes qui sont tenues, etc. Alors, ça m'a toujours étonné chez les êtres humains, ça, dès qu'ils sont un peu en colère, ils pensent que leur colère peut charpenter une idée politique. La colère, la haine ne sont pas des projets politiques. Voilà, c'est toujours bien de le dire. Et alors, dans le cas d'espèce, c'est que c'est une organisation qui se nourrit de la haine, justement. Donc, plus vous lui donnez de la haine,
plus elle vit longtemps. Donc si vous voulez, si on veut tous, par exemple, que les islamistes soient plus épanouis, on n'a qu'à les alimenter en diffusant de la haine de notre côté. Parce que, voilà, et leur haine va encore alimenter la nôtre, mais in fine, comme nous, on ne s'est pas tués, eh ben, c'est nous qui allons mourir à la fin. Donc c'est nous qui allons perdre à la fin. C'est tout ça pour dire, bon, l'extrême droite n'est pas la solution. Mais vraiment, c'est nulle part. Ça ne peut pas, on peut le démontrer de toutes les manières. Et ce n'est pas un hasard, en tout cas selon moi, si l'attaque du 7 octobre a eu lieu à un moment où on a une extrême droite qui se veut porteuse d'un discours extrêmement viril, etc. Je veux m'arrêter 5 minutes sur le fameux 7 octobre. On s'interroge, il y a beaucoup de choses qui ont bouleversé la société israélienne et au-delà la diaspora. C'est cet État refuge qu'on croyait inviolable et qui se montre totalement vulnérable en ce 7 octobre. Une chose. 2, qu'une attaque la plus terrible dans l'histoire de cette jeune nation israélienne n'a pas eu lieu avec des gauchistes laxistes, n'a pas eu lieu avec une gouvernance, je dirais, qui cherche à établir la paix ou le dialogue. Non, elle est là avec des racistes au gouvernement qui clairement n'aiment pas les Arabes, qui disent ils n'auront aucun brin de terrain, etc. Il est là avec un Netanyahou qui a toujours voulu montrer les muscles, etc. Et en vérité, l'armée israélienne comme le gouvernement israélien ont été humiliés. On ne va pas se raconter d'autres histoires. Ce jour-là, ils ont été humiliés. L'État d'Israël a été humilié. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui les amène légitimement à envisager une riposte très forte pour remythifier cette armée israélienne qui a été totalement démythifiée. Totalement démythifiée. Bon. Mais quand on réfléchit au fond de la chose, c'est que cet État qu'on a voulu créer comme un État refuge, si son armée est démythifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, n'importe qui peut venir aussi et mettre en péril. Alors moi, j'entends depuis des années, mais nous, à bombe atomique, on a une armée très solide, ça ne marche pas dans les guerres asymétriques. Ça ne marche pas dans les guerres asymétriques. C'est impossible. La guerre asymétrique, c'est tout le contraire de la guerre classique. Alors oui, si les Palestiniens avaient une armée traditionnelle, classique, il n'y avait pas de tunnels, etc., en face à face, avec des bombardements de part et d'autre, évidemment, Israël n'en ferait qu'une bouchée. Mais face à la guerre asymétrique, et si elle venait à avoir lieu comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire avec une vraie intervention iranienne, une vraie intervention du Hezbollah, une vraie intervention des Houthis, une vraie intervention des 53 milices chiites irakiennes, de l'intervention des 10 milices syriennes, de l'intervention y compris des organisations sunnites, et je dirais de la capacité, parce qu'on connaît très mal l'Iran, moi je vois beaucoup de juifs de la diaspora fanfaronnés quand ils parlent, ils connaissent très mal l'Iran, ils connaissent très mal les Iraniens, ils connaissent très mal le régime iranien. Je vais vous dire 2 mots sur le régime iranien. Le régime iranien, c'est le régime qui maîtrise le mieux la guerre asymétrique. Le régime iranien qui a dans chaque ambassade, aujourd'hui, un représentant des gardiens de la Révolution, avec un représentant du ministère de la Sécurité d'État, qui sont en lien avec des réseaux dormants du Hezbollah, qui peuvent passer à l'action dans plusieurs pays au monde, comme ils l'ont fait en Argentine déjà, comme ils l'ont fait en Bulgarie il y a quelques années, comme ils ont été capables ils ont failli le faire quand les Moudjahidines du peuple, ici en France à Villepinte, lors d'un congrès qui a été éventé évidemment de justesse. Donc c'est un pays, c'est un régime diabolique qui maîtrise totalement cette guerre. Et ceux qui veulent jouer à ça, pour moi en Israël, sont des gens qui veulent emmener non seulement les Israéliens vers l'aventure, mais les Juifs de la diaspora vers l'aventure. Parce que ce serait quoi, en vérité, dans les faits? Et rappelez-vous ce que je dis. Et j'espère que ça n'arrivera jamais et que cette guerre va être remportée très vite, parce que plus vite elle sera gagnée et plus vite elle est terminée, plus vite on aura moins de victimes, y compris du côté des Palestiniens. C'est tout simplement d'arriver à stopper les velléités iraniennes à aller vers la guerre asymétrique.
Et ça, plusieurs spécialistes et du renseignement, plusieurs spécialistes militaires le savent, c'est que si demain ils commencent à actionner, que ce soit dans des pays occidentaux, que ce soit dans des pays arabes, où ils peuvent être, par exemple, comme le Maroc, par exemple, où il y a une diaspora, où il y a des... Pourquoi, à votre avis, dès le premier jour, ou le deuxième jour, le gouvernement israélien a rappelé quasiment tous ses diplomates dans les pays arabo-musulmans et allégé sa présence diplomatique dans plusieurs pays qui étaient plus ou moins fragiles, où on ne pouvait pas leur assurer à 100% de leur sécurité. Parce qu'ils savent pertinemment le mode opératoire des mollahs iraniens. Donc, franchement, il ne faut pas jouer avec ça. Et par conséquent, la reconstruction, d'abord une stabilisation de la situation, ne peut pas passer, à mon sens, par ce gouvernement-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont d'extrême droite ou parce qu'ils sont de droite, ou parce que... ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce ne sont pas pour moi des gens sérieux. Pourquoi ce ne sont pas des gens sérieux? Les gens sérieux sont ceux qui sont capables de se projeter et d'imaginer ce qui est pire pour leur population. Et non pas de construire toute leur communication autour de leur devenir personnel. Aujourd'hui, le problème des Israéliens, c'est le problème des pays occidentaux et des grandes démocraties. C'est que la génération des grands hommes d'État est malheureusement éteinte. Et peut-être pour longtemps, je le crains. Et que nous avons de plus en plus plutôt des petits hommes de pouvoir qui croient que par la magie de la communication et par 2-3 punchlines et 3-4 déclarations, ils arriveront à mettre l'opinion publique dans leur poche. Et vous savez quoi? Plus l'opinion publique a peur, et la peur est légitime, plus l'opinion publique est divisée, plus l'opinion publique est déstabilisée, plus vous pouvez la tourner par justement des propos guerriers et qui se veulent virils. C'est ça, la virilisation du débat public. Comme ici, vous allez voir ce que vous allez voir, et une fois qu'on aura au pouvoir, il n'y aura plus de Mouloud en France. Mon œil. C'est pas comme ça que ça se passe en politique. Ça, c'est pour amuser un peu la galerie et pour faire en sorte, c'est vieux comme les totalitarismes, comme l'extrême droite, ça s'appelle un discours populiste. Et le discours populiste, eh ben, il va viser vos petites craintes, vos petites peurs de père et de mère de famille, vos petites peurs de jeunes qui veut avoir confiance en l'avenir. Et ça va susciter tout ça. Et avec tout ça, on va un peu travailler, accentuer les peurs et vous dire, eh ben, sans moi, c'est le déluge. Vous allez tous mourir. Et c'est exactement ce que font les extrêmes droites aujourd'hui. Geert Wilders aux Pays-Bas, c'est exactement ça. C'est arriver à travailler sur un fait objectif, arriver à illustrer un événement réel, c'est-à-dire un crime terroriste, une organisation terroriste, essayer de l'amplifier au maximum, dire tous ceux qui sont en face sont comme eux, et il faut véritablement mener une guerre globale, il faut qu'il n'y ait jamais la paix avec ces gens-là, mais en vérité, à ne pas faire la paix dans la région, in fine, ce sont les Israéliens qui perdent. Pourquoi? Parce que vous avez des gens en face qui vous disent « nous aimons la mort comme vous aimez la vie ». Et un juif, par définition, il aime la vie. Et donc, on est sur quelque chose d'inégal. Et si vous voulez vous en sortir et vivre en sécurité, il faut plutôt faire la paix. Parce qu'à faire la guerre, c'est eux, ils ont envie de la rallonger le plus possible au nom de la martyrologie, au nom de plusieurs de leurs fantasmes. Pas à n'importe quel prix, mais en faisant, je le crois, quelques concessions. Et c'est ce que ce gouvernement n'est pas capable de faire. Et aujourd'hui, faire la paix avec qui alors? Il n'y a pas d'interlocuteur. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, on oublie. Aujourd'hui, il faut tabasser le Hamas. Il y a un temps pour tout. Pour moi, si Mahmoud Abbas ne bouge pas, et si l'autorité palestinienne ne bouge pas, outre le fait qu'elle se désolidarise dans les faits, pas dans le verbe du Hamas, on le voit parce qu'ils auraient pu mobiliser aussi leurs hommes. Les deux régions de Cisjordanie où ça a bougé, ce sont les deux bastions du Hamas et du djihad islamique, en l'occurrence Naplouse et Jenin. Et par conséquent, les autres n'ont pas véritablement bougé. Le Hamas a cherché à déstabiliser Abu Mazen, comme il l'appelle. Et ils ont créé cette pseudo-faction des services de sécurité qui a fait des communiqués anonymes en disant nous allons tuer Mahmoud Abbas parce qu'il ne veut pas rejoindre. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché.
Je crois qu'il y a un deal qui est déjà décidé parce que, évidemment, contrairement à la propagande du Hamas, les Israéliens ne vont pas, à part sur le plan sécuritaire en un premier temps, et ça c'est normal, jusqu'à ce que la situation soit stabilisée, gouverner, si j'ose dire, la bande de Gaza, où ils vont pas l'annexer non plus. Je pense que ce qui va se passer, c'est un transfert des pouvoirs entre le Hamas vers l'autorité palestinienne. Mais une fois que le Hamas sera démantelé, avec tous les risques que cela va engendrer, c'est-à-dire un début de guerre civile. Et c'est pour ça que, à mon avis, Mahmoud Abbas ne peut que se donner une légitimité par la parole en utilisant les termes habituels pour traiter les Israéliens de tous les noms et faire un peu de surenchère verbale, et ça s'arrête là. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, l'urgence, c'est le démantèlement effectif du Hamas, sinon l'objectif de guerre ne sera pas assuré, et donc ça serait une victoire du Hamas, même s'il perd les 3/4 de ses effectifs. Et en un deuxième temps, une fois que la situation est stabilisée, commencer vraiment à voir sur le plan interne une réorganisation de la vie politique israélienne. Et à partir de là, une fois que des acteurs auront émergé, arriver avec l'aide internationale, peut-être ou pas, mais peut-être jamais, parce qu'une paix, vous savez, il faut que les deux parties le veuillent aussi. Il faut qu'il y ait une volonté profonde dans les deux sociétés. J'ai eu quelques polémiques avec une partie des Français juifs, un peu très en colère. Je dis, moi, de toute façon, vous savez, je suis là, je me bats en France. Si ça vous amuse qu'il y ait la guerre là-bas, il va y avoir la guerre là-bas. Je veux dire, je ne peux pas vouloir la paix plus que vous. C'est pas possible. Moi, j'ai pas un lien avec ce pays. J'ai quelques amis, c'est vrai, mais j'ai pas un lien comme vous pouvez l'avoir vous, ou comme peuvent l'avoir les Israéliens de là-bas eux-mêmes avec leur pays. Mais s'il n'y a pas cette aspiration profonde du côté israélien, et s'il n'y a pas l'émergence d'une nouvelle classe politique palestinienne avec laquelle il y a possibilité de discuter, ça va continuer et que voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça va être ma dernière question. On a vu les dirigeants français, un petit peu à l'image des Égyptiens ou des Jordaniens, faire preuve de cynisme pour protéger et préserver, et même se préserver eux de leur rue. Par exemple, Macron qui, après avoir dit aux Juifs ce qu'il voulait entendre aux Français juifs après le 7 octobre, a ces derniers jours demandé un cessez-le-feu sans même parler des otages, après le quoi qu'il en coûte, le en même temps, assez malvenu de ce côté-là. Le Parti socialiste, qui a eu un succès qu'on lui connaît dans la communauté juive, est aujourd'hui allié d'un Jean-Luc Mélenchon qui n'ose même pas qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Monsieur Sifawi, que reste-t-il aux Français juifs et comprenez-vous ceux qui se tournent vers l'extrême droite ? Non, mais d'abord, on est en démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Moi, je connais l'exil déjà, et ma vie a été mouvementée jusque-là. Donc je peux faire preuve d'un grand cynisme. Dire, si les Français veulent aller vers l'aventure, que bien leur fasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis respectueux de la démocratie, mais je vous raconte l'anecdote que j'étais beaucoup plus jeune, en Algérie, quand il y a eu l'émergence du Front islamique du salut, donc le parti islamiste algérien. C'est une époque où les Algériens étaient très, très en colère. Très, très en colère. Mais vous pouvez imaginer, et pour ceux qui ne connaissent pas les Algériens, je ne vous décris même pas ce que ça veut dire un Algérien en colère, quoi. C'était très en colère. Très en colère. Et alors, j'apprends, comme ça, que progressivement, des gens qui prenaient un apéro à 9h du matin et le digestif à 11h, s'apprêtaient à voter pour les islamistes. Si vous arrivez, vous êtes complètement cinglé de voter pour les islamistes, vous, avec le mode de vie que vous avez. T'as vu ton épouse, comment elle est habillée, comment elle s'habille, toi, comment tu vis, etc. Ah non, j'en ai marre du pouvoir, allez, c'est bon, je vais voter pour les islamistes. Et alors, les islamistes ont gagné.
Après, il y a eu un arrêt du procès électoral, il y a eu le début de la guerre civile. Bon. Les islamistes, ils prévenaient. Ils n'ont jamais menti. Ils ont dit on va instaurer la charia, vous allez changer vos habitudes vestimentaires, l'alcool est haram, on ne touche pas, etc., etc. Enfin, toute la rhétorique que vous connaissez. Ils ont pleuré après. Voilà. Les premiers qui ont voté pour le fils se sont cassés parce qu'ils avaient quelques moyens, ils se sont cassés à l'étranger. Et les autres ont vu leurs enfants rentrer dans le cercueil. Voilà. C'est pas comparable. Maintenant, moi je serais triste, vraiment, parce que j'ai la faiblesse de dire je connais un peu l'histoire et je connais un peu les idéologies. J'ai la faiblesse de dire je connais les idéologies politiques, ce qu'elles sont, leurs capacités d'adaptation, etc. Je connais aussi, ça fait des années que je côtoie, je fréquente pas, je côtoie, j'approche le monde politique et je connais sa capacité au mensonge, à la manipulation, au populisme, etc. Moi, je serais triste pour vraiment les Français juifs s'ils arrivent à voter, au regard de l'histoire qui a été celle de l'extrême droite française, à voter pour un parti d'extrême droite. Même si ce parti d'extrême droite prétend qu'il ne serait plus antisémite. Alors, je tiens à le dire, ce n'est pas parce qu'on participe à une marche contre l'antisémitisme qu'on devient cachet. Vous savez, pour devenir juif, c'est pas comme pour devenir musulman. On ne fait pas juste la profession de foi, c'est long. Et pour sortir de l'antisémitisme, c'est pareil. On ne passe pas d'un statut idéologique où l'antisémitisme est ancré dans son architecture mentale à quelque chose de philosémique. Je vous raconte juste, là aussi, une autre histoire. C'est que au début des années 2000, il y a un théoricien flamand en Belgique. Pardonnez-moi, j'ai oublié son nom. Il a écrit en flamand, donc je n'ai pas lu en flamand, je l'ai su après. Il a écrit un texte dont j'avais lu quelques traductions, qui disait la chose suivante en substance. Aujourd'hui, notre ennemi doit être l'islam. Pour arriver à le vaincre et à vaincre les musulmans, nous devons utiliser les juifs parce que nous avons un ennemi commun. Et après, nous reprendrons nos vieilles antiennes, si j'ose dire. Donc, il y a véritablement une mise sous le boisseau de l'antisémitisme parce que ce n'est pas la priorité de l'extrême droite européenne. Je ne distingue pas l'extrême droite française de l'extrême droite européenne parce qu'ils sont dans les mêmes dynamiques. Geert Wilders, qui est évidemment un produit de ces théories-là aux Pays-Bas, a très vite adopté dès 2004-2005 cette attitude. Avec des appels du pied au gouvernement israélien. Il a été reçu plusieurs fois des déclarations, évidemment, qui ont plu à une grande partie du personnel politique israélien. Très bien. Et il réussit à remporter les élections, on verra bien. Mais il y a quelque chose de spécifique à la France. Vous allez très vite comprendre. Je dis, un peu en plaisantant, qu'il y a des pays qui ont le pouvoir de se payer ce luxe d'élire l'extrême droite. La Pologne, la Hongrie, parce qu'il y a quasiment une unité ethno-religieuse. Et ils n'ont pas cette histoire-là. Quand vous êtes tous blonds, et vous êtes tous catholiques, et que vous n'avez pas d'arabes, de noirs, de chinois, etc., ou de façon... Vous pouvez vous permettre, oui, de dire ouvertement que vous ne les aimez pas, puisque vous ne les avez pas. Mais contre ces gens pour lesquels vous avez un mépris historique, traditionnel, culturel, très lointain, qui est ancré dans votre ADN idéologique en tant que parti politique, il est très difficile demain d'arriver au pouvoir dans un pays où tous ces gens pour lesquels vous avez une détestation profonde sont dans chaque recoin de la société et dans chaque recoin de l'administration et dans chaque recoin de votre système de santé et dans chaque recoin de vos quartiers et dans chaque recoin de... Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Quel discours vont-ils tenir? Quel discours vont-ils tenir pour ne pas se mettre à dos ceux qui sont dans la haute administration et dont on ne parle jamais, et qui sont de confession musulmane demain? Comment vont-ils réagir avec les gens qui sont préfets, etc. Comment réagiront-ils quand ils s'adresseront à ces musulmans? Comment réagiront les gens qui sont dans la police, la gendarmerie, l'armée, et qui sont de confession musulmane? Je ne parle pas des islamistes, je parle de gens qui sont de confession, de culture musulmane, même pas pratiquants, et qui peuvent être heurtés par un certain nombre de discours. Comment vont réagir tous ces gens qui, aujourd'hui, occupent quasiment les 2/3 de notre domaine tertiaire, c'est-à-dire le domaine des services? Dans quelle société, je veux dire, et quel clivage, quel antagonisme veut-on créer, et avec lequel on pourrait cohabiter dans une logique de paix civile, avec des gens qui... Vous savez qu'ils ont le pouvoir et vous savez aussi qu'ils détestent ce que vous êtes. Parce que vous dites, parce que vous pensez, parce que pas vos agissements, pas parce que vous seriez criminel, pas parce que vous seriez islamiste, pas parce que vous seriez potentiellement terroriste, mais juste pour ce que vous êtes. Et ça, les Juifs le savent. Être détesté juste pour ce qu'on est. Est-ce qu'on peut accepter que dans ce pays et dans cette République, est-ce que c'est conforme à cette République
d'avoir des gens au pouvoir qui vont juste détester une partie de la société pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. Je finirai par la chose suivante, c'est que le Front National prétend qu'il a changé. C'est curieux parce que toutes les enquêtes qui ont été faites, par exemple, dans des communes gagnées par le Front National, la dernière, alors c'est vrai qu'on la traite de gauchiste parce que c'est une journaliste du Nouvel Obs, mais elle raconte qu'elle a été à Fréjus et que, ayant passé plus d'1 an d'enquête sur place, elle a ramené suffisamment d'éléments pour dire, par exemple, que David Rachlin, qui est l'un des bras droits de Marine Le Pen, finit ses soirées, ses beuveries avec des salunaises. Si ça devient ça banal, et alors à ce moment-là, comme dirait le père, un détail dans notre histoire contemporaine, très bien. Après, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Moi, mon rôle, c'est de décrypter un peu la réalité, c'est de tirer la sonnette d'alarme quand je peux, et c'est de dire surtout que ce n'est pas la solution. Et je finirai par ça. Tout ça est théorisé par les islamistes. On a commencé par le dire dès le départ. Ils annoncent et ils racontent toujours ce qu'ils vont faire. Il y a un magazine de Daesh, il y a maintenant 5 ans, qui s'appelle Black Flag, drapeau noir, dans lequel il est écrit la chose suivante, la théorisation du chaos en Occident. Et ils disent, il faut absolument aller soutenir l'extrême gauche dans toutes ces initiatives. Notre objectif premier, c'est que tous les pays occidentaux tombent entre les mains de l'extrême droite et de créer un antagonisme entre l'extrême droite d'un côté, raciste, et l'extrême gauche qui nous est favorable. Et c'est ainsi qu'on créera les conditions de la guerre civile dans les sociétés occidentales. Alors c'est un peu puéril, c'est un peu simpliste, c'est binaire, mais c'est ce qu'ils veulent. Je vous remercie.